Bonjour, Jérôme Bachelier, merci aux organisateurs. C'est très intéressant, Hugo, merci beaucoup. Et d'emblée, ça pose une question. Moi, je suis psychiatre adulte et addictologue. Je vous expliquerai un peu mon parcours parce que j'ai un topo, mais quand je vois la qualité du topo d'Hugo, qui est très riche, très complet, beaucoup dans la recherche, et où son temps a légèrement explosé, je vois bien la problématique qui va arriver chez l'adulte. Il est 15, tu peux finir à 10 heures, ça fait plus que ça. Je vois bien que ça pose déjà cette question-là, c'est-à-dire qu'on arrive, nous, les adultes, sur ce champ-là, et les pédopsies, neuropédiatres et tout, ont déjà des longueurs d'avance, et pour exister, il va falloir qu'on se batte un tout petit peu. Parce que assez rapidement, ils ont déjà des topos recherches. Donc mon PowerPoint, du coup, me paraît absolument ridicule. Donc, je vais probablement pas trop l'utiliser, mais je vais plutôt parler de moi, du coup. Alors, moi, je suis psychiatre. Si j'étais que psychiatre, je ne serais probablement pas devant vous, parce que quand j'ai fait mes études, moi, le TDAH, on me disait, bah non, en fait, ça n'existe pas, après 18 ans, ça disparaît. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu croire un truc pareil? Il y a quelque chose qui existe dans l'enfance, l'adolescence, et à 18 ans, plus rien, on n'en parle plus. Et c'est vrai que quand on est psychiatre, quand on voit des personnes qui viennent avec des symptômes, on va s'interroger sur ce qui s'est passé récemment. Hier, je faisais un topo à des collègues psychiatres qui m'ont dit, mais c'est vrai, maintenant que tu me le dis, en fait, je ne m'interroge jamais sur l'enfance, sur comment il était avant. Et ce n'est pas les automatismes qu'on a. Je vous brosse ça pour que vous compreniez l'enjeu qu'il y a à la formation aujourd'hui, à travailler nos collègues également sur un regard plus complet dans la prise en charge de nos patients en allant jusque dans l'enfance, et ça réinterroge aujourd'hui toute la psychiatrie sur la question de l'intégration de cette logique de trouble neurodéveloppemental. Et là, Hugo, juste par rapport à ce que tu as dit sur la question des troubles bipolaires, est-ce que c'est un pré-bipolaire qu'on n'a pas diagnostiqué, ou est-ce que le côté trouble neurodéveloppemental est un terrain qui va faire qu'on peut évoluer vers ça? Donc si j'étais que psychiatre, je serais probablement pas là. Mais je suis aussi addictologue. Et alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai travaillé pendant 30 ans en addictologie, je suis toujours, je vais vous dire pourquoi j'ai évolué, dans ce qu'on appelle des centres de soins d'accompagnement de prévention en addictologie. Et on voyait des patients finalement assez calmes, assez adaptés, et puis quand on essayait de les sevrer de certains produits, on voyait une clinique émerger de gens qui se bougeaient, qui étaient agités, qui étaient inattentifs. Et on s'est dit, c'est marrant, ça évoque quelque chose de ce qu'on avait appris dans nos études. Et on s'est interrogé, on voyait en plus que quand ils consommaient certaines substances, plutôt des amphétamines, mais y compris du cannabis, on avait un impact significatif sur une amélioration clinique. Et puis on a commencé à se tourner vers nos collègues de pédopsychiatrie, alors plutôt à l'époque la neuropédiatrie, pour leur dire mais on a vu ça, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et ils nous ont dit mais oui, ça ressemble à une clinique de TDA, et en plus, vous savez, dans les écritures anglo-saxonnes, ça continue à l'âge adulte. Et là, nous, alors c'est l'intérêt de la dictologie, on est un peu à la marge, dans des zones un peu frontières, on peut s'autoriser des choses, même si c'est des zones un peu risquées. Et donc on a commencé à prendre ces personnes en charge avec ce regard-là de vous avez peut-être depuis l'enfance une problématique. Et finalement, cette conséquence, l'addiction que vous avez, cette impulsivité qui a amené à une prise de produit, à mal gérer le risque, et puis le bénéfice que vous avez pu en trouver, il y a peut-être une dimension un peu autothérapeutique, et toutes ces conséquences depuis toujours de trauma et autres qui vont avec, ça vient peut-être de ça. Et ça, c'était sur des patients sur lesquels on était justement en échec, on avait déjà essayé plusieurs choses. Pour vous donner cet exemple de ce patient, c'est quelqu'un que je croisais depuis des années, on avait déjà plusieurs sevrages. Quand je l'ai connu, il était à, ça ne parlera pas au nom de médecin, mais 150 comprimés de Céresta 50 par jour. Et c'est vrai qu'à ce dosage-là, on pouvait discuter. Mais quand on est descendu à, on va dire, à 30 comprimés, ça a commencé à être plus compliqué. Donc vous voyez, c'était mon premier patient et qui m'a permis de voir que dans le champ de la dictologie, il fallait qu'on s'intéresse à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les adultes, c'est beaucoup les addictologues qui se sont intéressés à cette question, parce qu'on a constaté que parmi notre patientèle, il y avait énormément de patients avec une problématique TDA à l'origine. On estime entre 30 et 40% aujourd'hui des patients en XAPA qui ont une problématique TDA. Mais j'étais pas seulement en addictologie dans ce XAPA, j'étais aussi en prison. Et en prison, là pareil, je commence à avoir des patients, et là je me rends compte qu'il y a des patients qui reviennent régulièrement, qui sont avec une forme d'impulsivité, conduite automobile, délit de fuite, et je vois bien qu'en consultation, ils sont un petit peu agités, inattentifs, donc quand même. Là encore, je constate une clinique qui me fait penser à ça. Et donc, là, ce que je vous évoque, c'est que comment dans mon parcours, finalement, professionnel, j'ai été amené à repérer des niches qui sont finalement des espaces où on va voir des conséquences liées à des TDA qui n'ont pas été pris en charge, ou qui ont été diagnostiqués non pris en charge, ou qui ont été diagnostiqués mais qui ont arrêté leur traitement, pour vous montrer à quel point il y a des conséquences, des impacts forts et comment c'est important de solliciter nos collègues qu'ils ouvrent leurs antennes, en quelque sorte.
Parce que sensibilisé à ça, moi du coup en prison, on repérait de plus en plus de TDA, et là encore, une niche particulière, mais un endroit assez pertinent finalement pour prendre en charge des patients. Et puis j'ai quitté le XAPA, je suis parti sur une équipe de liaison de soins en addictologie, une ELSA. Et là, en fait, on a des consultations très spécialisées. On voit des personnes pour la pré-chirurgie bariatrique. Et là, c'est pareil. On fait une consultation de pré-chirurgie bariatrique, on cherche des addictions alimentaires. Et qu'est-ce qu'on voit? Des personnes qui nous évoquent une impulsivité, une perte de contrôle sur la question de l'alimentation, une agitation. Ils nous disent « Mais en fait, j'ai un peu de poids, je bouge moins. » Et là, on apprend qu'en Allemagne, par exemple, on met des gilets de plomb sur les enfants hyperactifs parce que ça les pose un petit peu. Et finalement, là encore, on repère des patients avec, pour conséquence, un surpoids, une obésité morbide, et on repère, là encore, des TDAH. Ensuite, j'ai travaillé avec la douleur chronique. Une fois de plus, j'ai des collègues qui m'appellent et qui me disent « Mais c'est marrant parce que tu m'avais parlé de ce trouble-là et j'ai l'impression, est-ce que tu pourrais le rencontrer ?» Et effectivement, on voit des patients avec des douleurs chroniques parce que c'est quoi la douleur? C'est une information que vous recevez. Si vous filtrez, vous êtes capable de vous concentrer, de faire autre chose. Hugo en a très bien parlé, il y a un problème de filtre en fait dans le TDAH, on ne filtre pas nos informations, elles arrivent, elles s'imposent à nous. Et bien c'est la même chose, on a des douleurs chroniques, il y a une prévalence supérieure par rapport au TDAH. Donc vous voyez finalement mon parcours professionnel m'a amené régulièrement à repérer des TDAH qui étaient dans plein de petites niches, et c'était une conséquence liée à une non prise en charge de ce trouble. Mes liens intérieurs, ils sont là, on parle... Parce que j'ai 10 minutes. Je vais passer assez vite sur les faits que l'important aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire pour les psychiatres adultes et je parle des psychiatres, mais globalement les médecins qui prennent en charge, mais globalement toute personne qui prend des adultes, c'est d'avoir l'idée de l'existence du TDAH. Quand je vous disais ce petit parcours professionnel, c'était pour vous mettre en exergue le fait qu'à partir du moment où on commence à y penser, finalement on a des antennes qui se développent sur le fait qu'il y a des petits signes qu'on met, on met un petit caillou, un petit caillou, un petit caillou, puis à la fin ça fait un gros ensemble et on se dit ah ben là quand même, il faut que je sois interpellé par cette question-là. Et plus on est sensibilisé, plus on en repère. Alors après on a un biais, moi maintenant je suis un peu trop sensibilisé pour le moment. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant d'avoir des personnes qui sont sensibles aussi à faire attention de ne pas aller trop loin. Mais on est, je pense, nous, dans une adulte, dans un gros retard. Donc on va avoir une grosse vague, on va probablement être excessif pendant un certain temps, le temps qu'on régule un peu nous-mêmes notre repérage et qu'on affine un petit peu les choses. Mais vu le retard, d'être un peu d'excès, c'est pas forcément mal. Donc juste l'historique pour vous rappeler que ça existe depuis très longtemps et que c'est vrai que c'était très étrange qu'on perde de vue ça chez l'adulte, parce que même Hippocrate déjà en parlait. Je vous ai dit que ça continuait, et Hugo l'a très bien dit, en fait on dit un tiers pour être simple, un tiers où les symptômes disparaissent complètement, ne sont plus une problématique, un tiers finalement où ça va persister, mais finalement avec des compensations, des stratégies d'adaptation, voire une compagne ou un compagnon qui compense tout ça, et donc là on va pas avoir une expression des symptômes qui va être problématique, et un tiers où là vraiment il y a des conséquences importantes, un impact fonctionnel. Là encore, ce deuxième tiers qui a une compensation, il faut voir la problématique de l'adulte comme quelque chose sur une trajectoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps des problématiques, il y a des moments aussi, il peut y avoir un débordement. Imaginons une secrétaire d'une association qui vient d'avoir 2 enfants, jusqu'aux premiers enfants ça se passait bien, et 2 enfants, des jumeaux, ça demande une charge mentale supérieure, une planification, une organisation. On peut être à ce moment-là débordé et se retrouver beaucoup plus en difficulté. Peut-être que ça n'a jamais été évoqué avant parce que toutes les stratégies adaptatives ont bien fonctionné, et à un moment ça ne fonctionne plus. Là encore, c'est important, je vous dis qu'on a dans notre cerveau de diagnostiqueur finalement parfois des fermetures en disant ah ben, comme il a ce trouble-là, ça c'est pas possible. Comme jusque-là ça allait, c'est pas possible. Comme il a fait les études, c'est pas possible. Au contraire, il faut rechercher à ce moment-là tous les mécanismes de compensation et voir si là on n'est pas dans un moment de vie particulier où certains mécanismes ont disparu et on voit un effondrement. Là encore, parce que c'est vrai que nous on se projette également dans l'avenir. Moi je commence à voir des personnes âgées, quand je dis âgées, ces personnes, plus de 70 ans, et, qui arrivent post-retraite dans des situations où ils se retrouvent symptomatiques, alors que jusque-là, ils avaient compensé. Je pense à un agriculteur comme ça qui était tout le temps sur son tracteur toute la journée, aucun problème. Le jour où il a eu une jambe cassée, coincée, il a commencé à frapper sa femme parce qu'il était incapable de maîtriser son impulsivité. On a mis un peu de méthylphénidate, ça s'est très bien passé, il a regardé la télé tranquillement. Sa femme était très heureuse.
Du coup, on a la triade classique, qu'on va chercher, toujours l'hyperactivité, l'inattention, l'impulsivité. Je ne reviens pas sur les symptômes phares, mais on rajoute, nous, quand même, la notion de dysphorie émotionnelle, et c'est là où cette question des autres troubles associés vont venir, et la question de la motivation. Je trouve que c'est le truc qu'on va plus, chez l'adulte, voir un peu défaillant, et c'est vrai que, Hugo l'a dit, la dimension hyperactive va être un peu contenue, va être différente, ça va être plus une tension interne, mais on va moins voir bouger les patients. Ils ont trouvé des stratégies adaptées, ils vont tenir leur bras pendant les consultations, il faut un peu de temps pour qu'ils puissent exprimer cet espace-là, mais c'est surtout la dimension inattentive qu'on va rechercher, avec des implications dans toutes les fonctions exécutives, d'organisation, planification et autres. Les caractéristiques du TDAH chez l'adulte, alors ce qui est important, c'est pourquoi on vient nous voir. Là, on est un petit peu piégé parce qu'il n'y a pas de consultation adulte officielle. Ça n'existe pas, c'est récent finalement la reconnaissance de ça. Donc certains d'entre nous se sont intéressés, je vous ai dit, nous, dans le monde de la dictologie. De fait, ça commence à se savoir. Et alors, c'est par contre le gros avantage, c'est-à-dire que les patients TDA sont des patients dynamiques, actifs, qui vont chercher rapidement des solutions. Et en l'occurrence, dès qu'un psychiatre s'intéresse à cette question-là, vous inquiétez pas, le lendemain, vous avez 10 coups de fil, parce que par le biais des associations, ils savent où trouver la personne qui éventuellement s'intéresse à ça. Et voilà, ils sont très très mobilisés, nos patients, et très efficaces. Le coup du cardiologue à 6 mois, non, eux, ils trouvent un rendez-vous dans les 15 jours, ils y arrivent. Donc, il y a une mobilisation de nos patients, et ils viennent parfois pour ça. C'est-à-dire qu'ils viennent avec cette idée-là. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué quand on a une filière très spécialisée, parce que le patient est tellement convaincu de ça, et en même temps, j'ai envie de dire, vu le parcours de combattant que ça peut être, pour le patient qui arrive jusque-là, en général, on peut lui faire un peu confiance, c'est-à-dire qu'il a vraiment réfléchi, il a travaillé, il a lu énormément sur cette question-là, donc il a une vraie problématique, c'est évident. Est-ce que c'est que du TDA ou est-ce qu'il y a autre chose, ou est-ce que, en tout cas, ça peut l'aider à avancer? C'est un débat plus complexe qu'on n'aura pas le temps de tenir là, mais voilà, il y a des patients qui viennent pour ça. Le plus intéressant, c'est le patient qu'on voit pour complètement autre chose et pour lequel on repère les symptômes et on va pouvoir l'aider de manière plus intéressante. Il va falloir l'amener à accepter cette idée, mais c'est aussi un regard porté sur lui qui va modifier radicalement sa perception de lui-même, qui va aider la faille narcissique qui s'est construite du fait du trouble, et ça c'est hyper important. Et puis il y a des gens aussi qui ne consultent pas vraiment, ils viennent parce que, la femme l'a dit, le pédopsychiatre qui a vu l'enfant et qui dit bah tiens monsieur, ce serait intéressant d'aller voir quelqu'un. Donc on a cette dimension où on ne voit pas trop parce qu'il y a des compensations, mais finalement, sorti de la consultation, souvent la femme dit écoute, ce serait vraiment bien que tu reviennes voir ce monsieur parce que en fait je te l'ai jamais dit mais moi j'en peux plus, c'est épuisant. Donc le TDAH c'est un trouble qui évolue et qui a des conséquences, et c'est vrai que c'est parfois par les conséquences qu'on va le voir, par les troubles associés. Donc chez l'enfant évidemment, troubles d'apprentissage, difficultés relationnelles, faible estime de soi, qui va nourrir un petit peu les problématiques qui vont venir après de trauma avec les blessures, les AVP, ce qui va rendre la clinique adulte extrêmement complexe. Parce que vous allez voir un adulte qui va venir et qui a un parcours de vie où vous allez effectivement retrouver parfait un environnement, parce qu'on a dit l'héritabilité génétique, donc les parents eux-mêmes peuvent être dysfonctionnants, donc ça va générer un environnement compliqué, précaire, on va avoir des traumas, effectivement des phénomènes d'harcèlement qui sont très présents du fait de l'aptitude, mais est-ce que du coup c'est dû au harcèlement, c'est dû aux différents traumas subis, il y a un fond d'anxiété, oui mais cette anxiété en fait c'était peut-être une réponse clinique au fait que comme je sais que je suis désorganisé, que j'oublie tout, je suis très inquiet d'aller en cours, donc j'ai une anxiété mais qui est générée par mon TDAH. Au contraire, comme je suis anxieux pour une autre raison, parce que j'ai le décès de mon petit cousin, je ne me sens pas très bien, et cette anxiété va générer une difficulté d'attention. Donc ça, la clinique de l'adulte, elle est complexe parce qu'il y a plein d'autres éléments confondants qui peuvent venir amener ces symptômes. Après, les deux sont vrais aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un trouble anxieux et avoir un TDA. On peut avoir un TDA et un trouble anxieux. On parle de 50% de comorbidité de ce type-là chez nos patients. Donc là encore, aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas être exclusif. C'est pas parce qu'on a une présentation anxieuse qu'il faut écarter le TDA. C'est pas parce qu'on a une présentation dépressive qu'il faut écarter le TDA. Ça va avec. On va en reparler. Donc les spécificités à l'adolescence, du coup on a un petit peu parlé, j'insiste sur ça, c'est une période un peu grise, complexe pour nous. D'abord parce qu'il y a un gap, on perd quand même des patients, ils sont en rupture avec la pédopsie, ils ne sont pas repris chez les adultes, ils en ont ras-le-bol, ils ne veulent pas entendre parler de maladies chroniques, ils ne veulent pas prendre de traitement, donc il y a parfois un abandon, et surtout, effectivement, il y a, l'ado, on sait bien, il est dans le canapé, il est boum, il est flemmard, etc., etc. Donc il y a une banalisation de ces symptomatologies, et il faut aller chercher au contraire celui pour lequel c'est un peu plus compliqué que pour les autres, peut-être chercher aussi des choses plus nettes comme l'effet paradoxal du cannabis qui va
voyez, quand vous fumez un joint, normalement, voilà, ça va vous casser, vous n'allez pas pouvoir travailler. Là, c'est le patient qui vous dit, bah, moi en fait, je fume le matin parce que comme ça, je reste assis tranquille, j'arrive à travailler, je suis plus posé. Et si je n'ai pas mon joint, je ne peux pas dormir. C'est un effet sédatif, mais là, on sait bien, les troubles du sommeil, là encore, c'est, ah, vous aviez du mal à dormir? Non, c'est depuis que je fume, quand j'en ai pas, je fume pas. Ok, ça c'est dit au cannabis. Ah non, mais moi en fait, j'ai jamais pu dormir tout mon collège. En fait, ça tournait, j'avais cette hyperactivité psychique qui m'épuisait et je m'endormais qu'à 2h du matin ou alors en restant hyper focus sur des livres. Ah bah tiens, là par contre quand j'ai croisé le cannabis, je dors comme un bébé et ça me fait du bien. Donc on voit là une différence d'effet qui peut interpeller. Le côté hyperfocalisation sur les jeux vidéo, sur la lecture. Parce que là encore, c'est une variation de la capacité attentionnelle. En fonction de mon centre d'intérêt, je suis capable de rester concentré. Que souvent on a des personnes, non mais mon fils il n'est pas TDR, il reste des heures sur ses jeux vidéo, vous voyez bien. Ben non, justement, la manière dont il reste, il est un peu atypique. Mais tiens, ça fait encore un facteur de vulnérabilité pour des addictions comportementales par rapport aux jeux vidéo ou par rapport à la pornographie. Donc on peut aussi passer à côté parce que un QI très élevé, donc tout le monde n'est pas d'accord avec cette notion de QI, mais bon, moi j'y suis assez sensibilisé, je trouve que quand même on a des patients qui finalement réussissent, mais ils vous expliquent très bien en fait, bah non mais le cours, j'ai écouté 3 minutes, j'avais déjà compris la fin, je pouvais faire autre chose, j'ai dessiné, je suis parti sur autre chose. Donc on a toujours l'agitation, l'impulsivité, les déficits attentionnels, les critères c'est toujours les mêmes, hein, comme chez l'enfant, on va insister un peu plus sur des spécificités peut-être chez l'adulte, c'est une difficulté à se relâcher, le besoin interne permanent de bouger, pas besoin de bouger forcément, c'est cette sensation interne de tension, la nervosité, l'évitement des activités sédentaires, la difficulté à suivre une conversation, difficulté à l'activité contraignante, de lecture soutenue, etc., etc. Là encore, je passe assez vite pour aller peut-être un peu sur la dimension des traitements. Difficulté de la régulation émotionnelle, ça c'est vraiment quand même important parce qu'il y a cette variation qui peut faire penser à la cyclothymie, qui peut faire penser à un moment donné à des prébipolaires, mais on va voir dans un deuxième temps que ça va être intéressant aussi effectivement cette question de la gestion des émotions dans la prise en charge. L'impulsivité, ce qui va se manifester surtout par une tension intérieure qui peut s'exprimer ensuite par de la colère et des explosivités de la colère. Le fait de rechercher des activités qui vont immédiatement être gratifiantes, avec une sensation, des changements récurrents. Et là, on va voir sur une trajectoire de vie, le changement régulier de travail, les changements affectifs un peu brutaux, un peu impulsifs, sans raison. Il y a quelque chose qui va être haché un peu dans le parcours de vie. L'intolérance au stress qui peut être très très marquée et mettre très en difficulté. On va voir du coup une expression qui va être plutôt sur la forme de l'anxiété. On va retrouver sur les tâches, c'est ce qu'on a dit, la différence sur la fonction exécutive, l'incapacité à aller jusqu'au bout d'une tâche, l'incapacité à poursuivre un projet professionnel, les retards chroniques, les conflits interpersonnels fréquents, la difficulté à s'organiser, difficulté à maintenir une vie familiale stable, l'impulsivité avec les enfants, on va retrouver les conséquences après sur la gestion de ces enfants, la mauvaise performance universitaire, professionnelle, et là on voit bien, on a parfois des patients qui tiennent assez longtemps, hein. Moi j'ai des externes, des internes, des PH, des professeurs, donc on voit qu'ils ont eu des capacités qui ont pu s'organiser quand même sur certains moments, mais parfois il y a un plafond, il y a un moment, il y a quelque chose qui va rendre la chose un peu complexe. Donc là encore, la capacité intellectuelle, cognitive, n'est pas du tout évidemment en cause, mais c'est la manière d'organiser les choses qui peut mettre en difficulté. Enfin, surtout la procrastination majeure qui amène des difficultés, parce que là encore, je travaille souvent avec mes patients sur l'aspect positif aussi du TDAH, justement dans cet aspect très dynamique, la dynamique de créativité, la possibilité d'être très auto-entrepreneur. Là où ça va venir coincer, c'est quand il va falloir mettre le côté papier, administration, etc. en place, et là ça va bugger. Et c'est d'ailleurs intéressant, j'en profite, on a des représentants de la MDPH, mais pour la difficulté pour nos patients adultes d'arriver à faire reconnaître un handicap alors que finalement, ils ont montré un parcours, ils ont su faire des choses. Ils ont une capacité, ils vont bien présenter, ils vont arriver à faire des choses, mais en fait, sur des choses comme gérer leur papier, faire des trucs administratifs, anticiper, ça va être très compliqué pour eux, et ils vont se mettre très en difficulté. Mais quand ils vont voir une assistante sociale, ils disent mais monsieur, je vois pas vos difficultés, je ne comprends pas pourquoi vous voulez que je prenne en charge vos papiers. Vous êtes capable de le faire. Ou alors quelqu'un qui est professeur de français, là j'ai quelqu'un qui était circadienne, donc tant qu'elle était équilibriste à chaque représentation, ça fonctionnait bien. Elle a dû arrêter parce que malgré tout elle n'arrivait pas à fonctionner. Elle est devenue professeure de français en ligne sur internet. C'est juste
éprouvant pour elle. Ça fait 2 ans, elle n'en peut plus, elle est épuisée. Elle est en burn-out du fait de l'intensité de la mobilisation de son énergie pour réussir à tenir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un projet professionnel, qu'on repense à tout un travail. Et là, c'est le soutien de la NDPH qui doit comprendre qu'effectivement, c'est pas qu'elle n'aime plus son boulot, c'est juste qu'elle ne peut pas faire ce travail et qu'il faut lui proposer autre chose, l'accompagner vers autre chose. Donc les changements répétés d'emploi, mauvaise gestion financière, voilà, c'est tout ce que je vous ai un petit peu évoqué. La question des difficultés diététiques, on va retrouver nos questions de surpoids. La question des addictions, le plus grand nombre d'infractions, je vous l'ai évoqué dans le parcours tout à l'heure. Donc les comorbidités, c'est présent à plus de 80%. Donc une comorbidité, un autre symptôme n'écarte pas le TDAH. Il faut le chercher surtout quand on est en échec. Et les plus classiques, c'est effectivement les conduites addictives, quelles qu'elles soient. Bien sûr, il y a des substances qui vont plus interpeller, cocaïne, amphétamine, cannabis, vous allez avoir un effet plutôt autothérapeutique. Mais par contre, les autres, voilà, c'est ça qui vont être un petit peu plus significatives. Ce n'est pas systématique. On a des patients avec la cocaïne, ils vont rester un petit peu. Il y en a d'autres qui vous disent, moi, je prends un rail de coke, je fais ma compta. Là où d'autres vont s'amuser, mais moi, je peux faire mon ménage, je peux faire ma comptabilité, etc. etc. Donc, quand c'est présent, c'est très significatif. C'est pas toujours présent. Les troubles du sommeil, on en a parlé, c'est vraiment quelque chose à chercher systématiquement en cherchant les choses associées de type syndrome des jambes sans repos, syndrome de l'apnée du sommeil et autres. Les troubles de personnalité, là encore, c'est hyper important d'avoir ça en tête, plutôt que d'étiqueter nos patients de borderline, et on n'a pas grand-chose pour vous et au revoir. Voilà, c'est très dommage parce que beaucoup, finalement, il y a une association avec le côté TDAH et ce sont des patients qui bénéficient énormément de l'apport thérapeutique. Le trouble des conduites, les états limites, les troubles bipolaires, l'obésité, le surpoids. J'ai déjà évoqué un petit peu tout ça. Là encore, dans la prise en charge, on va prioriser quelqu'un qui a un trouble bipolaire non stabilisé, on va prioriser la prise en charge de la bipolarité, mais on ne va pas exclure la prise en charge du TDA. Ce sera peut-être dans un deuxième temps. Et peut-être que dans une conduite addictive, on va privilégier le fait d'avoir d'abord un sevrage pour voir à distance du produit. Mais parfois on ne peut pas, c'est pas si simple de mettre quelqu'un en cure, de lui faire un sevrage complet. Donc il faut aussi parfois aller au-delà et s'autoriser à prendre en charge un patient dans un moment un peu instable avec le traitement, en l'occurrence le méthylphénidate, parce que ça va permettre d'accéder à une certaine stabilité qui va permettre d'accéder à du soin. Ça m'évoque beaucoup, moi, cette question de la place du méthylphénidate dans le parcours de soins, ce qu'on disait avant par rapport aux patients héroïnomanes. L'héroïnomane, il fallait qu'il aille en soins, qu'il commence à avoir du monde, qu'il ait un parcours, et ensuite, on lui donnait accès au traitement. Sauf que le problème, c'est que tant qu'on n'a pas accès au traitement, qui est à l'époque de substitution type méthadone et prénorphine, on ne peut pas aller en soins, on ne peut pas écouter une essence sociale, on recherche le produit. Finalement, la question du méthylphénidate se pose aussi comme ça. Tant que je ne suis pas traité, je ne bénéficie pas de mon groupe de gestion des émotions, je ne bénéficie pas de mon entretien avec la psychothérapeute. Parce que je n'écoute pas, je suis inattentif, je suis passé à autre chose. J'ai envie de planifier ce qu'elle m'a demandé en termes de TCC, mais si je n'ai pas le médicament qui me permet de mettre en place ce projet, c'est compliqué. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à penser que le traitement, contrairement aux recommandations, fait partie quand même des premières lignes, sans écarter la suite, parce qu'on est dans un accompagnement. Donc on a parlé aussi donc, du trouble envahissant du développement, la présence du TSA est aussi extrêmement importante, des TSA dans la clinique de nos patients, le retard mental, etc., trouble excité. La comorbidité, retenez ça, c'est la règle et pas l'exception. Donc ça, j'insiste parce que beaucoup de personnes me disent « mais moi j'ai été voir un psychiatre et qui me disait « mais non, vous avez ça, donc pourquoi chercher autre chose ?» Peut-être parce que c'était le 3e psychiatre et qu'il avait déjà eu 4 lignes de traitement et qu'il continuait à être en difficulté. Le processus diagnostic, c'est clinique. Hugo vous l'a dit, c'est une clinique. Et ça, c'est vraiment important. Bien sûr, je vais vous parler des outils qu'on utilise, mais c'est vrai que c'est d'abord l'interrogatoire, le trajectoire, aller chercher dans l'enfance le parcours, chercher un petit peu l'évolution, chercher les stratégies adaptatives qui ont été mises en place, la réflexion que fait le patient sur son parcours, de manière à ce qu'on comprenne les mécanismes et qu'on le rattache à ce moment-là aux fonctions de troubles de l'attention. Voir un peu ce qui a pu bousculer à un moment donné la structure, un encadrement parental qui disparaît, le passage en université avec une autonomisation et du coup une charge qui n'est plus gérable, etc., etc. Pensez au fait que les tabous sont parfois très trompeurs dans les premières consultations et qu'il faut savoir prendre un petit peu son temps. L'anamnèse, on en a parlé, et c'est vraiment l'évolution dans le temps qui peut montrer aussi une expression à un moment des gènes ressentis par le sujet. Donc on peut utiliser en dépistage un échec qui s'appelle la SRS chez l'adulte, qui est vraiment un outil de dépistage assez simple, grossier, mais vraiment qui permet quand même de repérer une situation.
Pour aller plus loin, vous avez la Wurst, qui permet là d'évaluer un petit peu plus les phénomènes chimiques. Mais le gold standard, alors je vous ai parlé de la Wurst et l'ESNA, mais le gold standard actuellement c'est la DIVA, qui est un entretien diagnostic semi-directif, qui est basé sur des questions avec des exemples, ça se présente comme ça. Une question et puis vous devez évaluer par rapport aux autres exemples finalement dans l'enfance et dans l'âge adulte la persistance. L'important c'est ça, c'est on retrouve des symptômes dans l'enfance et on retrouve une persistance et on va évaluer aussi l'impact fonctionnel de ces troubles. On peut avoir, ce qui est important, la prise en charge, surtout si c'est une question d'impact fonctionnel. C'est compliqué aujourd'hui, je vous disais, parce que soit le patient ne vient pas pour ça et finalement le questionnaire est assez pertinent, soit le patient vient pour ça et il a déjà un entraînement autour du questionnaire. Donc finalement, on s'est un petit peu biaisé. Il sait exactement ce que vous allez lui poser comme question. Donc moi, pour un clinicien, je leur conseille toujours de s'en imprégner. Et plutôt, c'est à travers l'entretien clinique, sur le parcours de vie, sur la biographie finalement, on va glisser les questions de manière à ce que le patient puisse amener. Mais finalement, les patients, quand on les laisse parler, ils déroulent une vie et ils vous racontent tous les exemples qu'on voit dedans. C'est toujours assez fascinant, le nombre d'enfants, d'adultes qui vous disent « Ah, mais maintenant vous me dites, enfant, ma maîtresse, elle m'attachait à ma chaise, j'étais mis à la porte tout le temps. » Enfin, il y a vraiment des choses qu'on disait, c'est historique. Non, en fait, c'est pas... Voilà, je suis peut-être dans ce... Conséquences, on en a parlé parce que c'est ce qu'on va évaluer. Les études universitaires, un niveau de diplôme qui n'est pas adapté par rapport aux capacités cognitives, le niveau socio-professionnel où on est en difficulté parce qu'on passe son temps à avoir un parcours très haché, une vie familiale plus chaotique, les relations sentimentales, conjugales, l'éducation des enfants. On va aller chercher dans tous ces champs-là quel est l'impact fonctionnel, toutes les comorbidités à rechercher systématiquement. Et puis effectivement, voir aussi les conséquences positives. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais une patiente qui est magnétiseuse. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est-à-dire quand elle prend du méthylphénidate, elle ne peut plus travailler. Parce qu'elle perd quelque chose de cette... Alors, il faudra qu'on en discute, cette hypersensorialité, cette perception de l'autre. Et bien, en fait, ça la bloque dans son travail. Donc elle me dit, c'est très bien, parce que je peux faire mes papiers, machin, mes impôts, je suis posé, à la maison, c'est plus confortable, mais je ne peux plus travailler. Donc elle préfère ne pas prendre son traitement. Et les grands sportifs, moi j'avais un jeune qui était handballeur, et c'est vrai que les parents, le père on sentait qu'il motivait pour que le fils gagne quand même en balle. Donc il m'a dit je veux bien, mais la forme immédiate pour les cours, parce que le soir, l'entraîneur il m'a déjà dit qu'il bougeait plus beaucoup là, sur le terrain, et qu'il avait moins marqué de but. Donc c'est bien votre traitement, mais pas trop. Donc il y a aussi à mettre en avant cet intérêt du TDAH qui peut être assez riche. La prise en charge, d'abord la psychoéducation. Comprendre qu'on a un TDAH quand on est adulte, c'est relire son passé, relire son enfance, relire les relations aux parents, relire les relations à toute sa vie, et ça modifie déjà quelque chose énormément. Je vous ai dit ça, ah mince, je comprends un peu mon existence, finalement, j'étais pas flemmard, j'étais pas feignant, j'étais pas quelqu'un qui était perturbateur volontairement, voilà, on se revit. Le traitement en France, c'est basé sur le méthylphénidate que depuis 2021. Bon, alors, moi je vous ai dit, hein, on était hors AMM depuis plus de 30 ans, mais en addicto on nous embête pas trop parce qu'on sait qu'on n'a pas grand chose et que bon, on nous laisse tranquille avec nos patients toxicos, c'est bien. Mais maintenant que je suis sur des patients non toxicos, je suis un peu plus prudent. Mais donc on a le méthylphénidate, c'est le seul médicament disponible. Pour l'instant, en fait depuis 2025, a priori, il y a une amphétamine qui est arrivée, qui est la liste d'hexamphétamine, qui est la première ligne de traitement normalement chez l'adulte, sauf qu'aujourd'hui on a un problème de remboursement. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler, il y a des soucis toujours en France, mais voilà, donc la question c'est qu'à priori c'est en pharmacie mais non remboursé, et ce qui fait qu'on n'a plus accès, on a assez pour l'instant, donc ça complique un petit peu les choses. Il y a d'autres médicaments, je vous ai noté, oui, il y a l'atomoxétine, le Strattera, et puis la guanfacine. En pratique, c'est surtout le méthylphénidate qui est sur le marché. Vous avez parfois, on va en deuxième ligne sur le modafinil, qui est, enfin le Strattera en deuxième ligne, et en troisième ligne, on va aller sur des choses qui sont plus compliquées, parce que le modafinil, c'est une prescription de neurologue, donc il faut connaître un pote neurologue qui vous donne un coup de tampon. Il faut la venlafaxine, mais c'est déjà supérieur, et on est en rupture de stock en France. Voilà, donc il y a d'autres petites choses, mais celui qui est le plus efficace, c'est le méthylphénidate, avec, j'espère, la liste d'amphétamine très bientôt. Il faut savoir que 20 à 30% des sujets ne répondent pas au traitement ou ont des effets secondaires de type classique, anorexie, problème d'insomnie et tout. Je ne détaille pas le traitement parce que j'ai vraiment pas le temps. Et je vais vous dire un petit mot sur le... juste quand même, le traitement, quand il est efficace, il est très efficace.
C'est-à-dire que pour les patients, ça peut être le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui vous disent, mais moi je ne l'ai pas vu, j'étais dans le brouillard depuis toujours, et là je mets ça, vous savez cette expression, je mets des lunettes et enfin je vois. Et c'est vrai que ça peut être vraiment d'un bénéfice énorme pour nos patients, et après tout le reste, toutes les prises en charge et autres, finalement sont beaucoup plus faciles. C'est pas toujours aussi évident, évidemment, ce serait trop beau. Il y a des situations un peu plus où ça vient aider, ça vient soutenir, ça vient améliorer quelque chose, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et puis il y a des situations où non, ça aide pas, voire ça aggrave, ça augmente l'anxiété, ça augmente une hypervigilance. Est-ce qu'on s'est trompé de diagnostic? Est-ce que c'est l'effet du traitement? Il y a encore beaucoup de questions. Là encore, je vous ai dit, l'adulte, on arrive dans ce champ-là. Aujourd'hui, on est vraiment déjà sur la mise en place du repérage, du diagnostic, de former les gens, et on ira, j'espère, sur la recherche grâce à nos collègues plus rodés à ces questions-là. La prise en charge non pharmacologique, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est dommage parce que la prise en charge adulte, elle est très centrée sur la prescription. Moi, en ELSA, on a une consultation, on a ouvert, on voit, mais on fait que ça, finalement, on prescrit. Alors, on fait que ça. Je ne veux pas que ce soit réducteur, on accompagne nos patients, on travaille dessus, mais on n'a pas ces outils suffisamment développés de prise en charge non pharmacologique qui ont pour but de réduire soit les symptômes avec de la TCC, la question de neurofeedback qui a été posée, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que c'est intéressant ou pas intéressant. Les dernières études semblent montrer que ce n'est pas forcément pertinent. La question de la rééducation, l'accompagnement, l'adaptation avec les coachings, l'adaptation professionnelle, ça c'est important, on en a parlé, c'est-à-dire se préoccuper de ça. Moi j'ai des patients qui, par exemple, ils ont et là encore, les patients souvent, moi, ils viennent me disent, bon, j'ai réfléchi, il me faudrait ça, est-ce que vous pouvez me faire un certificat? Et en fait, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi eux-mêmes, ils se disent, mais en fait, j'ai besoin de bouger pour travailler. Donc, moi, je suis au téléphone, est-ce que je peux demander un casque? C'est ça, ils ont un casque, ils se déplacent. J'en ai un, il a un tapis roulant sur son bureau, comme ça, il marche pendant qu'il travaille. Et c'est pas gênant, ça lui permet de fonctionner. Je crois qu'en Allemagne, ils ont des systèmes de vélos à l'école pour pédaler et faire de l'électricité pour la classe. Donc, la compensation, ça peut être les outils numériques, la reconnaissance, voilà, c'est tous ces petits éléments-là. Bien sûr, il y a les associations de patients, c'est une grande ressource pour nos patients. Il y a énormément d'informations, il y a des mots, il y a beaucoup de liens, donc c'est vraiment très riche pour ça. Les perspectives, on en a parlé, merci Mme Saliscanti. Donc nous avons une filière régionale qui est censée voir le jour, avec des centres ressources, avec l'objectif à terme, c'est vrai, on est dans une logique de trouble neurodéveloppemental, pour l'instant un peu silo, TSA, TDAH, mais c'est pour construire finalement la fusée. L'idée c'est finalement une vision globale, parce que nos patients ils ne sont pas que TSA, que TDA, il y a quelque chose d'assez mixte, donc ça va être vraiment important d'avoir cette vision globale dans le futur. Les ressources ne sont peut-être pas tout à fait au rendez-vous pour l'instant, mais bon, on espère beaucoup. Et vous avez deux associations maintenant au niveau national qui sont aussi des ressources importantes. La Société française de TDAH, dont nous avons la présidente parmi nous aujourd'hui, Yann, et puis la Coordination nationale TDAH adulte, qui est plus sur le versant adulte, addicto, qui sont aussi des grandes sources d'informations, d'échanges, d'informations. Voilà, merci pour votre attention.